Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints ce soir. Je vois qu'il y a des gens nouveaux, c'est bien. Des gens qui nous suivent aussi depuis longtemps, donc on est content de vous retrouver. Merci d'être venus. Ce soir, et puis merci à tous ceux qui sont avec nous en visio également. Ce soir, on va parler vin et pesticides. Et on est très heureux à la Fondation parce qu'on a avec nous deux écotoxicologues spécialistes des sols, Christian et Michel, qui nous suivent depuis un petit moment. Donc, on est très content de les recevoir aujourd'hui. Alors, vin et pesticides, je vous ai pris des petits chiffres, parce que on reprend les chiffres quand même. Donc, c'est 42,1 millions d'hectolitres par an. Voilà. 750 000 hectares pour la filière viticole française. Et je pense qu'on en parlera un petit peu plus en ce qui concerne le pourcentage de surface agricole plus tard. Donc c'est quand même pas mal. Et j'ai eu ce chiffre, alors là c'est Wikipédia, 42 litres par an par habitant. C'est à peu près 1 litre par semaine, je sais pas, donc vous pouvez vérifier. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, vin et pesticides, c'est vraiment d'essayer de faire le tour un peu des pesticides et du vin et de l'utilisation des pesticides en viticulture, mais surtout de le faire, je pense, de façon rigoureuse, enfin, le plus possible en tout cas, scientifique, et de parler vraiment de pourquoi on utilise des pesticides, comment on les utilise, et puis quel est leur effet, quelle est leur action, en tout cas ce qu'on sait en termes de publication sur leur action, sur à la fois la biodiversité évidemment, sur les sols, sur l'eau, et puis aussi, bien sûr, la santé humaine. Donc, je vais m'arrêter là et je vais présenter Christian, le docteur Christian Mougin, qui est directeur de recherche à la Vigne Versailles, qui est également responsable de la plateforme de biochimie environnementale de Versailles, éditeur de PCI, qui est un journal open access, voilà, qui vient de se créer, et puis également évaluateur expert pour la FNOR et l'INSES. Donc merci. Et le docteur Michel Couderchet, professeur à l'Université de Reims, qui lui est président du groupe français de recherche sur les pesticides et qui est également expert, entre autres évaluateur de l'INSES. Merci à vous deux de venir ce soir. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci, bonsoir. Donc, je vais commencer cette présentation et je donnerai la parole à Michel dans un second temps. Oups. Effectivement. Petit souci technique. Voilà. Donc, je parlerai avec vous de quelques généralités en guise d'introduction. Je tenterai de faire un point sur les connaissances actuelles en matière d'impact d'utilisation des pesticides dans le vignoble. Et je vous présenterai quelques programmes de recherche qui débutent, avec des résultats qui arriveront dans les 4-5 ans à venir. Et puis après, Michel vous décrira plus en détail le chemin et la vie des pesticides de la parcelle au verre. Que ce soit un verre d'eau d'ailleurs ou un verre de vin. Voilà, donc vous le savez comme moi, la vigne en France, c'est une culture patrimoniale. Vous avez sur la carte à droite l'ensemble des régions viticoles françaises. Alors certaines sont plus célèbres que d'autres, mais on a quand même une production viticole assez importante. La vigne est implantée en France depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, comme je disais, il y a 16 grandes régions viticoles et des petits vignobles qui se développent. Il y avait initialement, par le passé, des vignes à peu près sur toute la surface. Et chaque village avait ses pieds de vigne. Donc, on a des raisins de table, des raisins à cépage, et on produit plus de 3000 vins différents. Il y a autour de cette activité agricole une activité touristique assez importante, avec dans beaucoup de régions des routes des vins qui attirent pas mal de touristes. Donc, tout ceci représente une valeur économique importante, très importante,
à la fois pour les producteurs, les viticulteurs, mais aussi pour toutes les professions associées à ces aspects touristiques ou à ces aspects de commercialisation de produits de la vigne. Alors, c'est une culture qui est aussi très controversée. Je ne sais pas si je vais la raconter correctement. Vous avez, par exemple, le phylloxéra de la vigne, ça a été un événement assez important au XIXe siècle qui a un mode de gestion des vignobles. Donc, c'est un petit insecte, un phylloxéra. Sur la photo de droite, vous avez une attaque par un champignon qui est le mildiou. Et puis ici, donc une attaque par un virus. Donc c'est une culture qui est assez sensible aux ravageurs, aux maladies, et donc qui a besoin d'être protégée. Donc on peut utiliser des résistances naturelles, et on verra un petit peu plus tard, notamment avec des porte-greffes adaptés qui résistent davantage à certains ravageurs, mais on utilise aussi surtout des produits de protection des plantes, qu'on appelle plus communément pesticides, par exemple. Alors, il y a aussi des polémiques. Vous voyez que je vous ai dit, Delphine en a parlé, on considère que la culture de la vigne représente 3% de la surface agricole utile en France et 30% des produits phytosanitaires utilisés. Cela dit, ce sont des données assez anciennes et on n'a pas vraiment d'informations sur les sources réelles, mais ce sont des données qui continuent à être diffusées, notamment sur le web. Et puis, on a aussi des problèmes, comme avec beaucoup de pesticides, de santé de l'environnement, de santé humaine. Vous avez tous entendu parler de problèmes de cohabitation entre les vignobles et puis les habitations, et notamment aussi les écoles. Alors, la contamination de l'environnement, elle est tout à fait réelle. Et en gros, lorsqu'un pesticide arrive et est utilisé, il va soit arriver sur le sol, soit arriver sur la plante à protéger. Et ce pesticide va pénétrer dans le sol, va se retrouver à l'état dissous dans la solution du sol, dans l'eau du sol, en équilibre avec une phase adsorbée, donc fixée sur les constituants du sol. Une autre partie va être volatilisée, donc ça peut être soit au moment de la pulvérisation du traitement par des dérives de pulvérisation, des brouillards de pulvérisation, soit aussi parce que les produits sont volatiles et qu'ils peuvent, avec les flux d'eau du sol, repasser dans l'atmosphère. Vous avez aussi des transferts vers les eaux de surface, que ce soit les rivières ou les lacs, et des transferts vers les eaux souterraines. Et quoi qu'il en soit aussi, cette fraction de pesticides qui arrive dans le sol va subir un certain nombre de réactions, donc des réactions de transformation essentiellement d'origine microbienne, comme on le voit ici, mais aussi des réactions de transformation physico-chimiques, peuvent être bloquées dans le sol, stabilisées dans le sol, ou peuvent, ce qu'on appelle lixiviation, donc peuvent bouger dans le sol, être mobiles dans le sol. Vous voyez à droite une figure qui vous montre un petit peu le cas général. Alors ici, ça concerne un composé organique qui n'est pas un pesticide directement, mais qui est un agent de formulation, qui était un agent de formulation, le dodécphénol. Et cette figure vous montre, au cours du temps, qu'on a une partie qui est réellement dégradée, à peu près 30% au bout de 96 jours, pour cette molécule. Donc dégradée complètement, c'est-à-dire transformée en dioxyde de carbone. Une partie qui reste à l'état de molécule initiale, en orange, mais qui peut comprendre aussi des produits de transformation, que ce soit d'origine biologique ou physico-chimique. Mais on a aussi une partie qui va se fixer dans le sol, la fameuse stabilisation que j'ai évoquée. Voilà, donc ça c'est un cas d'école, une expérience que j'avais faite il y a quelques années. Il y a d'autres composés qui présentent des comportements tout à fait différents. On peut trouver des pesticides qui vont être dégradés à 90%, mais on peut aussi trouver des composés, des polluants, qui vont être stabilisés dans le sol à 90% aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les contaminants organiques, et notamment les pesticides organiques, conduisent toujours à une fraction qui va s'accumuler dans le sol, et c'est aussi la même chose pour les pesticides minéraux, ou notamment les métaux. Donc ça pose le problème de la contamination à long terme, de l'exposition des organismes et des impacts sur ces organismes.
Alors, je vous ai mis ici une diapositive qui fait un peu peur, mais qui regroupe à peu près l'ensemble des effets que l'on peut attendre des polluants, et notamment des pesticides, sur des individus exposés. Alors, ces polluants sont plutôt des agents chimiques, hein, et donc pour produire un certain nombre d'effets sublétaux ou létaux. On trouve aussi maintenant des générations de pesticides qui sont à l'état de nanoparticules ou de nanomatériaux, qui peuvent aussi entraîner des effets en tant que contaminants physiques. Bon, ici, la figure se rapporte aussi au microplastique. C'est pour ça que vous voyez aussi cette distinction entre le micro, méso et macro molécules. Et vous voyez que les effets peuvent être tout à fait importants, qu'ils soient comportementaux, morphologiques ou biochimiques, hein, altérant la physiologie des individus, et également aussi la reproduction et le développement. Alors, qu'est-ce qu'on sait actuellement? Alors, j'ai essayé de repartir de deux expertises scientifiques collectives, hein, qui ont eu lieu, qui ont encore eu lieu. Mais en tout cas, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est qu'il y a une évolution des pratiques durant les dernières décennies. Il y a un certain nombre de composés qui ont été remplacés, des composés très toxiques comme l'arsenic, mais qui ont conduit aussi à l'utilisation de fongicides de synthèse. Et puis aussi au niveau des pratiques mises en place par les viticulteurs, on passe assez souvent de traitements préventifs à des vins bio, à des vignes cultivées sous biodynamie et des vins certifiés haute valeur environnementale, des exploitations viticoles, pardon, certifiées haute valeur environnementale. Donc il y a quand même une évolution qui se fait, notamment concernant l'utilisation des pesticides. Alors, ces deux expertises scientifiques collectives, vous avez à droite celle de l'INSERM qui concerne l'impact des pesticides sur la santé humaine, et celle-là, elle est directement téléchargeable sur le site de l'INSERM, hein, elle est déjà publiée. Et puis, il y en a une en cours au niveau de l'INRA et du FUR qui concerne l'impact des produits des pesticides sur la biodiversité. Et on regarde dans cette expertise collective la contamination de l'environnement, les impacts écotoxicologiques sur les micro-organismes, les végétaux, les invertébrés et les vertébrés, et puis donc, comme je le disais, l'expertise de l'INSERM est plus focalisée sur les impacts sur la santé humaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer? Je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris par les informations qui sont dans ces expertises scientifiques collectives, qui reposent sur une analyse de la littérature scientifique, hein, sur plusieurs milliers d'articles. C'est que finalement, si on regarde l'environnement, on a peu d'études faites au champ, on a beaucoup d'études faites au laboratoire, mais peu d'études au champ, peu d'études sur le long terme, et finalement aussi peu d'études dans le contexte français. Notamment si on prend en compte la contamination des milieux ou des organismes vivants. Alors, on a des études qui sont faites dans d'autres pays européens, on a des études en Amérique du Sud, on a des études en Chine, en Inde, mais elle se pose quand même la transposition de ces résultats au niveau national. Je ne dis pas de prise en compte, mais en règle générale, on a une très faible prise en compte de l'ensemble des produits de transformation de ces pesticides. Et puis, du coup, on a aussi des connaissances fragmentaires concernant les impacts de ces composés sur la biodiversité. Si on regarde la santé de l'homme, on a aussi peu d'études spécifiques au contexte français, mais quand même des présomptions fortes de lien entre certaines pathologies et l'exposition aux pesticides. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, d'une façon générale, on a un besoin de connaissance de l'exposition des organismes à ces produits de protection des plantes. Donc, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui exposome. On va essayer de comprendre, de connaître l'exposition des organismes sur une période donnée de leur vie ou pendant toute leur vie à des composés chimiques. Donc, ça passe par des campagnes de biomonitoring, d'analyse chimique dans les différents tissus, dans les différents fluides biologiques. Et puis, on a un besoin aussi de connaissance des mécanismes d'action de ces composés. Ça passe par ce qu'on appelle les AOP, donc c'est un acronyme anglais, en français, on dirait le chemin d'effet néfaste. Et je vous renvoie à la journée qui sera organisée la semaine prochaine par la Fondation sur ce sujet. Donc, finalement, quelle est la place de la vigne dans la consommation de pesticides en France? Et vous voyez que ces chiffres, je vous disais, on a des problèmes de source, c'est que les chiffres ici sont quand même anciens, hein, ils datent des années 2000.
Et vous voyez qu'en gros, en vignoble, on utilise majoritairement des fongicides. 80%, 80, voilà, je vais prendre le bon bouton. 80% des pesticides utilisés sont des fongicides et on inclut dans ces fongicides bien évidemment les fongicides minéraux, inorganiques, comme le cuivre, le soufre, qui sont utilisés en viticulture biologique. Et à l'inverse, vous voyez par exemple sur des cultures de maïs, 75% sont plutôt des herbicides. Donc il y a une différence finalement d'utilisation de ces pesticides en fonction du type de culture. Donc la vigne, vous voyez, représente 3% de la surface agricole utile, et là on retombe sur les chiffres que j'avais évoqués, je crois, où on a à peu près une consommation de phyto de 20%. Alors la littérature scientifique par rapport à cet usage nous rapporte peu d'éléments. En fait, on a peu de données sur la contamination des milieux par les substances organiques. Rien, tout au moins dans le corpus qui a été analysé, rien concernant le soufre, et seulement quelques articles concernant le cuivre. Si on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, notamment en Espagne et en Italie, on retrouve assez souvent, dans les analyses qui sont faites sur les sols de vignobles, 40 à 50 substances actives à l'état de résidus, avec des concentrations qui sont quand même assez variables. Vous avez le métalaxite, qui est un fongicide avec des concentrations de l'ordre de 11 microgrammes par kilo, qui sont quand même relativement faibles. D'autres, comme la terbutylasine, qui est un herbicide, avec des concentrations de l'ordre de 400 microgrammes par kilo. Et là, on est quand même sur des concentrations beaucoup plus importantes. À cela, il faut ajouter des variations saisonnières qui vont moduler ces teneurs. Alors, j'ai choisi d'illustrer ces impacts des pesticides avec deux études françaises. Une qui a été produite par nos collègues alsaciens sur un vignoble alsacien, qui ont construit en aval d'un bassin versant implanté en vigne un collecteur d'eau de pluie. Et donc, ils récupèrent les eaux de pluie qui traversent le vignoble. Et ils ont fait en bas un petit réceptacle qui permet de faire pousser les plantes et qui permet d'attirer, de mobiliser un certain nombre d'invertébrés de ces milieux. Et en fait, ils ont analysé, lors des épisodes pluvieux, une vingtaine de pesticides organiques, et puis ils ont suivi différents groupes d'invertébrés, des insectes, volants, rampants, des vers de terre, voilà, des nématodes, et puis aussi des gastéropodes, donc des escargots. Et en gros, vous voyez sur la figure de droite des courbes qui vous montrent une évolution en fonction du temps, puisqu'on passe du mois d'avril au mois de septembre, avec deux indicateurs qui représentent la richesse spécifique en espèces. Donc, les histogrammes, ce sont plutôt la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces que l'on va trouver à un moment donné dans ce petit réceptacle. Et puis les points représentent l'indice de Shannon, qui est un indice assez souvent utilisé pour travailler, pour évaluer la biodiversité dans le milieu naturel. Et vous voyez qu'on a une variation saisonnière, et cette variation, elle n'est pas forcément toujours liée ou exclusivement liée aux pesticides. Le premier point de chute, ici, est plutôt lié au développement de la flore, et c'est la flore qui va structurer l'organisation des communautés d'invertébrés dans ces parcelles. Et puis on a aussi derrière des effets liés aux pesticides. Mais vous voyez que ces effets sont souvent mêlés. Il faut tenir compte du contexte climatique, du contexte des précipitations, par exemple. On a beaucoup moins d'individus dans certaines périodes. Mais néanmoins, dans cette étude, les auteurs ont réussi à montrer que deux composés, deux fongicides, induisaient des effets sur ces communautés d'invertébrés. Alors là, je vais vous parler plutôt d'un exemple de composé inorganique, le cuivre, qui est très utilisé. C'est une étude qui a été publiée en début d'année,
Le cuivre, il faut savoir que c'est le seul traitement contre le mildiou autorisé en agriculture biologique, et l'Europe a fixé une dose de 4 kg par hectare et par an à utiliser sur les vignes. Et cette étude visait à faire une synthèse bibliographique, une méta-analyse des études disponibles au niveau international sur l'impact du cuivre sur la biodiversité. Et en gros, vous voyez que les études retenues qui correspondaient aux critères de sélection sont peu nombreuses. Il y a 19 articles qui ont servi à faire cette méta-analyse. Et on est sur des types de sols, essentiellement des expérimentations qui ont été faites au laboratoire avec des sols importés des parcelles. Pas forcément d'ailleurs toujours des sols viticoles, donc des sols pour lesquels il n'y a pas d'historique de traitement viticole, enfin de pesticides utilisés en viticulture, avec un apport unique et un impact évalué à court terme. Et avec ces limites, voilà, on en conclut qu'il n'y a pas d'études complètes portant sur les principaux types d'organismes du sol dans la littérature scientifique. Alors, d'une façon générale, à ces doses autorisées, les auteurs n'ont pas mis en évidence l'impact sur la qualité biologique des sols, mais posent quand même le problème de ces limites. Je vous ai parlé effectivement des apports uniques, de sols qui n'avaient pas d'historique de traitement. Voilà, en fonction du type de sol, ils peuvent être plus ou moins vulnérables, et donc il peut y avoir des effets biologiques plus ou moins importants. Donc, en conclusion de cette étude, il apparaît nécessaire de refaire des études comparatives sur une plus grande diversité de sols, mais de toute façon de réduire l'utilisation du cuivre puisque c'est un métal et il présente toujours un risque d'accumulation dans les sols si les traitements sont répétés. Alors maintenant, je voulais vous présenter 3 projets de recherche qui démarrent là, qui vont nous apporter des éléments justement pour répondre aux points d'ombre que j'ai évoqués. Donc le premier s'appelle VitiBird. Il concerne l'évaluation de l'impact des pesticides sur les oiseaux en vignoble. Je vous disais qu'on avait relativement peu d'informations sur l'impact des pesticides sur les organismes qui vivent dans les vignobles. Et donc cette étude qui va être menée au niveau français, qui est coordonnée par le Centre d'études biologiques de Chizé, va permettre d'améliorer les connaissances concernant le transfert des pesticides dans ces parcelles, l'impact des pesticides et des pratiques sur la biodiversité et la santé des oiseaux. Alors, les oiseaux considérés sont des passereaux, par exemple. Et puis, une étude un petit peu socio-économique pour évaluer les bénéfices rendus par la biodiversité dans ces paysages. Alors, l'idée, c'est d'arriver, à terme, à émettre des conseils et des avis pour améliorer la gestion des parcelles. Donc VitiBird va se dérouler sur un dispositif qui existe déjà depuis une dizaine d'années en Gironde, qui s'appelle Bacchus, où en fait les parcelles croisent un gradient de viticulture biologique avec un gradient d'éléments du paysage, d'éléments de différenciation du paysage. Et donc ça donne une hétérogénéité des parcelles tout à fait intéressante. Et donc la méthodologie de ce projet va être de suivre l'impact des pratiques agricoles et de la complexité paysagère. On parle de plus en plus maintenant d'écotoxicologie du paysage et de l'impact des paysages sur la dissémination des pesticides et sur la diffusion des impacts de ces pesticides, et voir un petit peu comment les pratiques et les paysages vont moduler la contamination des oiseaux. Donc évaluer la biodiversité, l'état des populations. Il y a aussi des suivis, comme c'est un site déjà ancien, il y a des suivis qui ont été faits. Et donc, en collectant toutes les informations disponibles, voir un petit peu quelles sont les espèces les plus sensibles ou les facteurs de sensibilité. Et puis, il y aura au final une étude des relations entre les pratiques agricoles, la complexité du paysage et la santé des oiseaux, en évaluant finalement un certain nombre de paramètres physiologiques et biochimiques chez les individus. Impact sur la santé humaine, donc je vous disais qu'on n'avait pas beaucoup d'études françaises. Donc il y a eu une cohorte qui a été créée il y a déjà quelques années, qui s'appelle l'Agriclan, et qui vise à étudier l'impact des pesticides sur des
professionnels, sur des agriculteurs, incluant aussi des viticulteurs. Et dans le cas des viticulteurs, dans cette cohorte, il n'y a que 179 cas, mais il y a quand même des liens qui ont été faits entre le cancer de la vessie et la réentrée sur des parcelles précédemment traitées, réentrée par les viticulteurs. Concernant les riverains, on n'a pas vraiment trouvé d'études en contexte français, mais dans ce qu'on voit dans certaines études étrangères, c'est qu'il peut y avoir une baisse des performances cognitives chez les individus. Et puis en population générale, il y a une étude qui s'appelle Serenade, qui a été lancée dans quelques régions, qui regarde l'exposition durant la vie entière chez des populations habitant à proximité de zones agricoles. Et là, on arrive aussi à faire des corrélations avec des élévations de risque de certaines pathologies. Donc, en conclusion, c'est qu'on peut dire que sur ces aspects-là, on a un besoin d'évaluation, de réévaluation périodique des connaissances, et qu'on a une confirmation, on a des liens de corrélation entre certaines pathologies et exposition aux pesticides, même si on n'a pas forcément mise en évidence des mécanismes, mais que de toute façon, les politiques publiques doivent s'orienter vers une meilleure protection des populations. Donc voilà, pour aborder un petit peu ces aspects de santé humaine, il y a aussi une nouvelle étude qui débute, qui consiste à étudier l'exposition des riverains donc, à proximité de parcelles agricoles en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'études qui se font aussi sur le Bordelais, donc avec un certain nombre de partenaires. Et ces études sont financées donc, par le plan Ecophyto, dont on parle régulièrement, et la région Nouvelle-Aquitaine. Donc les objectifs sont bien d'étudier l'exposition non alimentaire des populations aux pesticides et de proposer en conséquence des mesures de prévention. Donc cette étude va consister à mesurer en extérieur, vous voyez ici une balançoire, sur les animaux de compagnie, à l'intérieur des maisons, dans les eaux de lavage des mains, et puis sur certaines stations, la contamination atmosphérique. Cette étude va consister à mesurer 8 fongicides dans une trentaine de logements, associés aussi à des études faites auprès des populations. Donc il y a eu une préétude qui a été menée en 2020, une étude de faisabilité, et le projet commence cette année. Et puis tout ça, c'est très intéressant. On essaie de voir un petit peu les impacts de l'utilisation des pesticides sur le vivant, sur l'environnement. Mais l'idée, c'est quand même aussi de se passer un petit peu des pesticides. Et vous avez peut-être entendu parler d'un grand programme national qui s'appelle Cultiver et protéger autrement, qui est lancé pour 6 ans. Et dans ce programme, il y a un projet qui consiste à étudier la façon dont on peut cultiver la vigne sans pesticides. Vous voyez que c'est un projet qui embarque un certain nombre de partenaires. Et l'idée, c'est bien de passer d'une démarche curative à l'aide de molécules phytosanitaires à une démarche agroécologique qui va prendre en compte la prophylaxie, la surveillance et une meilleure résilience des systèmes viticoles. Donc ceci nécessite de développer et d'intégrer de nouvelles stratégies de protection. Vous voyez ici par exemple différents leviers qui peuvent être combinés, des leviers associés au paysage, des leviers associés à la vigne, à la vigueur des porte-greffes, à la résistance aux maladies par exemple, et puis l'utilisation de stimulateurs de défense de la vigne ou des phéromones pour la confusion sexuelle des ravageurs. Voilà, toute une batterie de leviers qui ont été testés pour voir si on peut mener une culture de vigne en se passant complètement de pesticides. Et puis aussi une interaction avec les consommateurs sur ces questions-là. Et puis avec notamment aussi une conjonction avec les aspects réglementaires. Voilà, sur ces aspects généraux, j'en ai terminé. Je donne la parole à Michel. Bien, moi il y aura quelques éléments que je vais reprendre de ce que Christian vous disait, mais surtout ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer, pas grand-chose, mais comment on peut arriver à voir des pesticides
et que ce soit dans le vin ou dans l'eau. Alors, comme disait Christian, qu'est-ce qu'on met sur la vigne? On met des fongicides. Pourquoi on met des fongicides? Ben voilà, vous avez trois grosses maladies. Donc à gauche le mildiou, l'oïdium et puis le botrytis à droite. Donc trois maladies qui, vu que la vigne c'est une plante qui est plutôt plante méditerranéenne, quand vous imaginez bien, quand on la cultive en Champagne, là-bas, il fait quand même pas si beau tous les jours. Donc on a beaucoup d'humidité. Quand on est en Bordelais, on est en région océanique. Donc on a une vigne qui n'est pas du tout faite pour être présente en Champagne ou dans le Bordelais. Donc, comme elle n'est pas faite pour être là, eh bien, il faut qu'on la soigne un petit peu plus que quand elle est à Montpellier, par exemple. Ou alors au Liban. Donc, le problème de toutes ces maladies, c'est que ça va affecter, c'est qu'on aura des quantités beaucoup plus faibles, on n'aura pas des récoltes suffisantes, et puis éventuellement, on va avoir également des problèmes de qualité, surtout avec le botrytis. Donc, comme vous disait Christian tout à l'heure, 80% des pesticides, pour la vigne, ce sont les maladies. Alors, ces pesticides-là, on ne voit pas grand-chose quand même. Donc, les champignons, enfin ces maladies sont dues à des champignons, et ces champignons pathogènes, ils sont où? Ils sont sur les feuilles. Sur les feuilles, sur les inflorescences, et puis sur les baies. Donc, les fongicides, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre sur les feuilles et les baies. Ah, ça, j'ai plus la main. Je n'ai plus la main. Hop. Voilà. Ça y est, j'ai à nouveau la main. Alors, ensuite, les champignons, c'est quoi le problème des champignons? Eh bien, le problème des champignons, c'est que ça se développe très très vite. Ça se développe très très vite, il suffit qu'on ait un tout petit foyer de spores, on a des conditions favorables, et la situation peut s'envenimer très rapidement et puis devenir catastrophique. Si certains d'entre vous font des tomates et ont vu ce que le mildiou pouvait donner cette année, vous c'était dans votre jardin, donc c'est pas dramatique, mais si c'est un agriculteur, si c'est dramatique évidemment, mais si c'est un agriculteur qui est, son revenu dépend de ça, lui il peut même plus aller acheter un steak dehors parce qu'il ne peut pas aller acheter de la vigne pour faire du vin. Donc voilà, lui il a absolument, il ne peut pas se permettre ça. Donc, il va traiter. Alors le problème des fongicides, c'est que ce sont des produits qui sont surtout préventifs. Ça, c'est un gros souci. Si on a des produits curatifs, il n'y a pas de souci, on attend que ce soit malade et on traite. Le problème, c'est que ce sont des produits qui sont préventifs. Donc il va falloir anticiper les traitements. Ça veut dire qu'on va faire des traitements d'assurance, parce qu'il ne faut pas perdre sa récolte. Et c'est ça qui va être responsable du nombre de passages très très importants qu'on a sur la vigne, notamment pour lutter contre le mildiou. Au printemps, on va avoir un nombre de passages très très important, et donc dans la saison, on peut monter jusqu'à 20 passages, surtout dans nos régions septentrionales et puis dans le Bordelais où c'est océanique. On peut avoir un nombre de passages très très important avec des quantités de produits qui sont très importantes, et donc bien sûr, ce que disait Christian tout à l'heure, 80% des produits phyto utilisés en vigne, ce sont des fongicides. Qu'est-ce que tu as fait là? Voilà, je reprends la main. Je suis où là? C'est bon. C'est reparti. En fait, il y a un bouton là, il échappe. Il échappe. Il faut que je fasse gaffe, parce que mon pouce il est trop grand. Donc ça on l'a vu. Hop. Fais croire. Vas-y. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai la main. Attends. Voilà. Donc, on a quelques moyens quand même pour éviter de traiter beaucoup trop, mais en général, les anciens vignerons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient dehors, et puis, ou alors vous avez l'articulation qui coinçait un tout petit peu, donc ils savaient qu'il fallait aller dehors et puis mettre un petit coup contre le mildiou.
Bon, et puis après, peut-être qu'il ne pleuvait pas. Enfin, de toute façon, voilà, c'était ça les marqueurs. Alors maintenant, on est un peu plus raisonné, on a d'autres méthodes qui permettent, on a des modèles, on a des conseillers, etc., des gens qui savent un petit peu aiguiller les viticulteurs, mais un vieux viticulteur, ça entend d'une oreille ce que disent les conseillers, et puis de l'autre, quand même, quand il sent ses articulations qui coincent, il va quand même un peu là. On ne sait jamais. Donc, on applique sur le feuillage et les baies. Ça veut dire que finalement, le problème des fongicides, il va y en avoir un petit peu sur le sol, mais ça ne va pas. Je vais vous montrer autre chose tout à l'heure qui est beaucoup plus grave pour le sol. Enfin, grave. Au moins, la quantité va être plus importante. Donc, on a relativement peu de fongicides qui vont tomber sur le sol, parce que pour un agriculteur, c'est de la perte sèche. Donc, ils vont s'arranger pour qu'il y en ait le moins possible. Donc, les appareils de traitement sont, bon, là, celui-là, il n'est pas tout à fait moderne encore, mais il y a des appareils extrêmement modernes qui visent vraiment bien les feuilles, et puis on a de moins en moins de produits qui tombent par terre. Bon, par contre, Christian en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le problème de dérive au moment de l'application, avec la proximité des écoles, des lotissements qui se construisent, eux, qui viennent se construire à côté des vignes, et puis après ils se plaignent qu'il y a des vignes à côté de chez eux. C'est les mairies. Comment? Ce ne sont pas les habitants, là, ce sont les mairies qui font des PLU. Ah bah oui, ça. Les maisons sont construites quand même. Alors qu'avant, on venait construire les vignes, on venait mettre les vignes juste à côté des maisons qui existaient dans les vieux villages. Bon, et puis il y a un petit peu de problème quand même post-application, puisqu'on va avoir un petit peu de lessivage, il va pleuvoir un petit peu, donc on va perdre un petit peu de produits de fongicides qui vont tomber sur le sol, et donc on va avoir également un petit peu de fongicides sur le sol. Donc on va quand même avoir des problèmes, on peut quand même avoir des problèmes de fongicides sur le sol, notamment de cuivre, dont parlait Christian tout à l'heure. Et bon, un truc avec les fongicides au moins, c'est que ce sont des produits qui sont qui vont rester en surface ou éventuellement ils vont traverser, ça va être des translaminaires, c'est-à-dire qu'ils vont être pulvérisés sur la face supérieure des feuilles et puis ils peuvent traverser la feuille et puis aller attaquer les champignons qui sont un petit peu de l'autre côté de la feuille, donc en ce sens ils sont translaminaires. Par contre, il y a vraiment très très peu de fongicides qui sont systémiques, voire même il n'y en a pas du tout, et d'ailleurs ça pose beaucoup de problèmes avec les maladies du bois, parce que les maladies du bois qui sont dont l'origine est également un champignon, ce sont également des champignons, mais on ne peut pas aller les atteindre parce qu'on n'a pas de champignons, de fongicides, suffisamment de fongicides qui sont systémiques pour aller les tuer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir très peu de transferts intra-plantes et que le produit va rester là où il a été traité, sur les feuilles. Les inflorescences, elles vont devenir des baies ensuite, ou alors elles vont rester directement sur les baies. Vous voyez où je veux en venir. Pour les fongicides, le problème, ça va être le verre, pas celui-là. Celui-là, il n'y a que de l'eau dedans, donc je n'ai pas de verre de vin, donc ça va être le verre de vin. Bien, maintenant je vais vous parler de l'autre type de produit qui va poser des problèmes dans la vigne, ce sont les herbicides. Les herbicides, l'histoire est tout à fait différente. L'histoire est tout à fait différente, puisque en fait, qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Alors pourquoi on ne veut pas qu'il y ait de mauvaises herbes? Parce que les mauvaises herbes, ça pompe l'eau, ça pompe les nutriments, alors que la vigne, elle voudrait bien les avoir. Bon, première chose. Deuxième chose, alors est-ce que c'est de la croyance ou est-ce que c'est pas de la croyance? Ça entretient l'humidité dans les vignes. Si ça entretient l'humidité dans les vignes, c'est des foyers, c'est un petit peu d'humidité, ça favorise le développement des champignons. Donc, dans nos régions septentrionales, en tout cas, on y est très sensible à ça. Et puis, de temps en temps, il y a quand même quelques mauvaises herbes qui sont des hôtes intermédiaires de maladies. Alors que le botrytis, il peut très bien s'installer quand la vigne ne pousse pas. Le botrytis, il s'installe sur une petite mauvaise herbe. Et puis, à partir de cette mauvaise herbe, ça va être un foyer de contamination pour la vigne ensuite quand le raisin quand les baies seront formées. Où est-ce qu'on l'applique? Bon, vu que ce sont des mauvaises herbes, on a le choix. Soit on met du produit avant, dans le sol, pour pas que les mauvaises herbes ne poussent. Donc, c'est par terre. Donc là, on met la dose par terre. Et la grosse dose par terre. Contrairement à ce qu'on avait pour les fongicides. Les fongicides, c'était sur les feuilles. Là, on est par terre. Donc, préventif. Il y en a beaucoup. Il y a notamment un qui est relativement beaucoup utilisé, au moins en Champagne, c'est la fluoxazine. Et donc, on le met très très tôt dans la saison.
mois de février, et puis, étant donné les propriétés de la molécule, elle va réussir à contrôler le mauvais herbe relativement longtemps, jusqu'à l'été, tranquillement. Et puis malheureusement, de temps en temps, ça rate un peu, il y a quelques plantes qui arrivent, il y a quelques mauvaises herbes qui arrivent à pousser, donc quand ça devient vraiment trop grave, en saison, on va mettre un tout petit coup de glyphosate partout où il y a des mauvaises herbes qui sont sorties puis qui posent problème. Donc, pareil, là, on est également direction de sol sur les mauvaises herbes. Donc, ça c'est un petit peu la même image que celle que Christian vous a présentée, mais enfin c'est la mienne, tout à l'heure c'était la sienne. Lui donc on a parlé de volatilisation, de dérive, et puis on a des fongicides qui sont appliqués sur les feuilles et les baies, et puis l'autre problème, c'est les herbicides qui sont appliqués par terre. Donc, autant les fongicides on les retrouvait dans le verre de vin, les herbicides on va les retrouver dans le verre d'eau. Donc il peut se passer plein de choses dans le sol. Il va se passer plein de choses dans le sol. Bon, je retrouve le pointeur ou pas. C'est celui-là? Non, je joue pas. C'est la gâchette. Sinon je vais. À l'index, Michel. Il y a une petite gâchette à l'index. Ah, super. Voilà. Donc voilà, donc Christian vous a parlé tout à l'heure de tout ça. Moi, je vais un petit peu insister là-dessus. Sur le transfert des herbicides qui vont descendre parce qu'il faut qu'ils arrivent au verre d'eau. Et souvent, l'eau, c'est ici. Souvent, l'eau, c'est dans les nappes phréatiques. Donc, il faut que l'herbicide il arrive à faire à traverser là. Et puis, il y a plein de choses qui vont l'embêter pour descendre jusqu'au verre d'eau, jusqu'à la nappe phréatique. Il peut être récupéré par la flore et la faune, il peut être absorbé, et puis il peut être également dégradé. Et donc, on va avoir des quantités très très faibles de produits qui vont arriver ici parce qu'il y a tellement d'embûches sur le chemin, dans la partie sol. Après, quand il est là, il est tranquille. Là, il descend tout droit. Après, c'est juste la durée du trajet qui va changer. Mais là, je vous promets, c'est vraiment un chemin semé d'embûches parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui arrivent à descendre jusqu'en haut. Il y en a quand même. Donc, j'ai cherché quelques informations sur le passage du raisin puis au vin, mais évidemment, on a peur. On a peur du pesticide parce qu'on ne connaît pas très bien. Et donc, la presse a un grand rôle là-dedans, c'est qu'il y a une surexposition médiatique de ce problème-là. Et le plus gros problème quand vous buvez du vin avec un pesticide dedans, déjà que la concentration de pesticides va être très très faible, mais le plus gros danger, c'est l'alcool. Et là, le danger est peut-être gros pour le pesticide, mais en tout cas, le risque est moins gros puisque la concentration d'alcool est très très importante. Il y a une enquête, donc l'entretien de l'exposition médiatique. J'ai pris un exemple. Après, l'enquête de Que Choisir, il y a une enquête de Que Choisir qui a été faite sur des grands vins bordelais. Et il y a une enquête qui a été faite en 2013, il y en a une autre qui a été faite en 2018. Et donc, ils ont noté qu'en 4 ans, on avait eu une baisse. Donc, bon, il y a une prise de conscience générale de la baisse de la baisse d'utilisation des produits, puis il y a quand même de plus en plus de viticulteurs qui font attention à ce qu'ils font. Alors après, l'entretien de la surexposition médiatique, c'est-à-dire que l'enquête de Que Choisir, elle est reprise après. Et puis vous voyez, ça c'est une revue, c'est quand même une bonne revue, c'est la revue du vin de France, hein, on est tous d'accord. Et dans la revue du vin de France, donc, qui reprend cet article-là, nous dit que dans le vin, on trouvait en 2013 268 grammes par litre de résidus de pesticides, et que c'est bien parce que maintenant on n'en trouve plus que 91. Alors 205, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 268 grammes, c'est un quart de la bouteille. Donc c'est du vin vachement sirupeux, quoi. Alors après, quand on regarde d'autres, les Échos par exemple, on a une version un tout petit peu différente de la réalité, avec un million de fois moins, puisque là on a les mêmes chiffres, mais on n'a plus que des microgrammes au lieu de grammes. Voilà, donc la revue des vins de France, c'est l'entretien qui va de... Enfin, voilà, c'est surexposition médiatique, c'est ce que j'appelle la surexposition médiatique. Et donc,
moi, je préfère quand même aller regarder, autant que j'avais pas les chiffres, il fallait que je m'abonne, que je choisisse, etc., pour avoir les chiffres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder les publications scientifiques. Et puis, donc, il y a une personne qui a beaucoup travaillé sur les résidus de pesticides dans les vins. Donc, lui aussi, il avait trouvé beaucoup de fongicides. C'est surtout des fongicides qu'il trouvait. Donc, M. Cabras, malheureusement, il est mort maintenant. Et son laboratoire continue encore un tout petit peu, mais plus autant sur le vin, sur d'autres produits agricoles. Et puis j'ai trouvé... Ah, j'ai plus la main. Voilà. Et puis j'ai trouvé un article pas relativement récent, puisqu'il est tout neuf, il vient de sortir. Et donc c'est une étude d'une dame, Madame Schusterova, avec ses collègues, qui a cherché 406 pesticides, donc vraiment beaucoup de molécules, dans des échantillons de vin et dans des échantillons de raisin. Et donc les pesticides, ça comprenait également quelques produits de dégradation, puisque souvent on dit ouais, mais les pesticides, oui, mais il y a aussi les produits de dégradation. Ok. Donc elle a mis également des produits de dégradation dans son étude. Et puis elle a publié ça dans une bonne revue, puisque c'est Foods, donc c'est un bon journal. Et puis voilà tout ce qu'elle a trouvé. Donc bon, c'est un peu... Vous arrivez à lire ? C'est pas facile. Je suis désolé. Bon, alors, donc ce qu'elle a fait, donc à gauche, elle a listé les produits qu'elle avait trouvés, enfin qu'ils avaient, puisqu'ils étaient nombreux dans l'étude, les produits qu'ils ont trouvés dans soit le raisin, soit le vin, soit les deux. Ensuite, à gauche, la deuxième colonne, c'était la limite de quantification, c'est-à-dire qu'ils peuvent analyser. Mais quand on analyse, des fois, c'est juste un tout petit bruit comme ça, qu'on n'est même pas capable de dire il y en a combien de grammes. Le N, on le retrouve ici, puis vous le retrouvez également sur les échantillons de vin. Ensuite, on a les concentrations, maximum, minimum, et puis la colonne de droite dans chacune des catégories. La colonne de droite, ce sont les limites maximales de résidus autorisées par la législation européenne. Donc les limites maximales de résidus, elles n'existent que pour des produits qui sont autorisés en Europe. S'ils ne sont pas autorisés en Europe, la limite maximale de résidus, c'est 0. Donc s'il y a un produit qui arrive d'un pays étranger avec un produit qui n'est pas homologué en Europe, la limite maximale de résidus pour ce produit, c'est 0, donc le produit retourne à l'envoyeur, où il est détruit et puis aux frais de celui qui l'a envoyé. Donc ce que vous voyez peut-être également dans cette colonne de gauche, c'est qu'il y a des petits f derrière toutes les molécules sauf 3. Il n'y a que 3 insecticides qui sont passés. Il n'y a que 3 insecticides qui sont passés, et les insecticides, on ne les retrouve, quand on retrouve un insecticide, on n'a plus, alors il doit y avoir l'imidacloprid quelque part. Moi, j'arrive pas à le dire là. Ouais, il est quelque part, mais bon, ce que je vais vous dire, croyez-moi, si vous, il existe dans les raisins, et puis dès qu'on passe au vin, il n'y est plus. Voilà, les insecticides, il n'y a pas dans cette étude en tout cas, il n'y avait pas d'insecticides dans le vin. Par contre, il pouvait y en avoir dans les raisins. Voilà, donc en conclusion, c'est un peu plus facile à lire sur la gauche. Là, ils ont trouvé 41 molécules, 38 fongicides, 3 insecticides, donc pas d'herbicides, vraiment que ces molécules-là. Pour le nombre de détections qui ont été faites, dans les fruits, ils ont détecté 74 fois un produit, dans le vin, 86 fois, mais 0 fois un insecticide. On est toujours très largement en dessous des limites maximales de résidus. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? On a du boscalide, du phénylexamide, du provalicard. Donc, ces produits qui sont utilisés contre le botrytis. Le botrytis, c'est la pourriture des baies. C'est le dernier, dans un programme de traitement, ce sont les derniers fongicides qu'on peut utiliser.
Donc les anti-mildiou, on en retrouve aussi des anti-mildiou, mais pas ceux qui sont vraiment les plus importants, qui arrivent le plus souvent, ce sont vraiment les antibotrytiques. Et donc, avec cette étude-là, on peut un petit peu regarder également le transfert du raisin au vin, comment le produit passe du raisin au vin. Et bon, ça dépend de la lipophilie du produit, ça dépend de la solubilité du produit, ça dépend aussi du process. Toujours beaucoup plus de chances d'avoir des fongicides dans le vin rouge que dans le vin blanc. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fongicide ne rentre pas dans l'abeille, il va rester en surface. Donc, si on fait une macération avec la peau, on risque d'avoir des fongicides qui étaient sur la peau, qui vont être délocalisés puis qui vont être dans le vin. Et puis, par contre, on a beaucoup moins de chances d'avoir des fongicides, des fongicides dans le jus blanc. C'est peut-être pour ça que les champenois font du champagne blanc avec des raisins rouges, pour ne pas avoir de pesticides dedans. Donc, logiquement, le passage du raisin au vin, sont surtout des fongicides. Bien, des antibotrytiques, je vous ai montré ça. Il y a une influence du process, et puis, on reste toujours en dessous des limites maximales de résidus. Donc, les limites maximales de résidus, je voulais préciser ça quand même, les limites maximales de résidus sont des valeurs qui sont fondées sur le risque, c'est-à-dire la dangerosité du produit multipliée par la probabilité d'occurrence, par la chance ou la malchance qu'on a de tomber sur le produit. Et en général, ce sont des valeurs qui sont extrêmement conservatives, c'est-à-dire qu'on prend les personnes les plus fragiles, et puis on considère que le fongicide, on l'a reçu de plein de sources différentes. Donc ok, il y en a qui vient du vin, il y en a qui vient de l'eau, il y en a qui vient de tous les fruits et légumes qu'on aurait pu manger. Donc tout ça c'est pris en compte dans la probabilité d'occurrence, la probabilité de rencontre de rencontre entre le pesticide et nous. Voilà, après, il y a un truc que je ne vous ai pas montré dans le tableau tout à l'heure, c'est la transformation. Donc l'influence de la transformation sur la concentration, des fois ça augmente, en général pour le vin ça baisse, entre le fruit et le vin. Par contre, pour d'autres produits, si on fait des confitures par exemple, où on va évaporer l'eau, du coup la concentration peut augmenter. C'est pas sûr, parce que également la cuisson peut casser la molécule. Bien, donc je reviens à mon image de tout à l'heure, et puis je pense que vous avez compris qu'on ne va plus parler de fongicides, parce que en fait, les fongicides, on n'en retrouve pas, on n'en trouve presque pas dans l'eau. Au moins dans l'eau du sous-sol. Donc il y a un problème ici, vous avez vu qu'il y avait absorption par la flore et la faune, et puis biodégradation. Donc les molécules, elles vont être dégradées, et puis elles peuvent être absorbées. Alors pour être biodégradées, elles vont être absorbées par des micro-organismes, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour qu'elles soient dégradées, être absorbées par les micro-organismes, ou qu'elles soient absorbées par des plantes et des animaux, qu'est-ce qu'il faut qu'elles soient? Il faut qu'elles soient biodisponibles. C'est-à-dire que vous avez des molécules qui sont dans le sol, mais si elles sont dans le sol et puis qu'elles ne sont pas biodisponibles, elles ne sont pas dans l'eau du sol, donc les micro-organismes ne peuvent pas y accéder, et puis les végétaux et les animaux ne peuvent pas non plus y accéder. Comment est-ce qu'on va quantifier ça? On va prendre un mélange. Si on prend un mélange de sol, d'eau et de pesticides, on douille tout ça, et puis on regarde, on suit la concentration de pesticides. On suit la concentration de pesticides, et puis qu'est-ce qu'on voit? La concentration de pesticides, elle dégringole avec le temps. Elle dégringole avec le temps, et puis après on atteint une sorte de plateau, mais à l'envers, de palier où ça descend encore un tout petit peu, mais vraiment très très lentement, et puis on est plutôt sur une zone d'équilibre.
Comment ça se fait? Il est parti où le pesticide? Parce que là, il est parti vite, quand même. Vous voyez, en même pas un jour, on a déjà perdu 20%, et puis après, en une journée, on a perdu 50% de la molécule. Et il est parti où? Il est parti où? Ben, il s'est accroché au sol. Alors, il ne s'est pas accroché de façon solide, et, de façon définitive. C'est un petit peu comme si c'était un aimant. Comme si vous aviez un aimant qui va attirer un trombone. Et puis le trombone, ben, il peut se décrocher, vous pouvez le décrocher, vous tirez un tout petit peu sur l'aimant, sur le trombone, vous décrochez. Bon, il y a des aimants qui sont plus durs que les autres, ben, c'est le sol qui aura plus d'affinité pour les produits. Et puis vous avez des trombones qui sont faits avec un peu plus d'aluminium, du coup ceux-là ils s'accrocheront moins, et puis ceux qui sont faits avec un peu plus de fer, ils vont s'accrocher fortement. Donc, remplacez l'aimant par le sol et le trombone par le pesticide, et puis vous avez la même histoire. Donc ce sont des liaisons qui sont des liaisons de faible énergie. C'est souvent en lien avec la lipophilie du produit. Plus le produit est lipophile, mieux il s'absorbe, mieux il s'accroche de façon non permanente au sol. Ce n'est pas toujours le cas, puisque le glyphosate, c'est un produit qui est hydrophile et qui malgré tout a une forte absorption, s'absorbe fortement sur le sol. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on essaye, on prend plusieurs solutions de pesticides dont je vous parlais tout à l'heure, avec des concentrations variables, et puis on regarde combien il y en a sur le solide, et puis on trace des droites comme ça, des droites qui sont droites tant qu'on a des concentrations très très faibles. Quand on a des concentrations élevées, après ça change, mais pour le bas de la courbe, au moins on a en général des droites. Et puis on définit une constante qu'on appelle le KD, donc qui va représenter un petit peu la capacité de l'herbicide à s'absorber sur un sol particulier. Donc, qui va dépendre du sol, comme je vous disais, avec les vents, qui est plus ou moins fort, et qui va dépendre aussi de l'herbicide, puisque là on va parler de l'herbicide, puisque l'herbicide va s'accrocher plus ou moins bien, c'est comme le trombone. Bien, donc vous voyez, si on a un pesticide, le pesticide, qu'est-ce qui lui arrive? Il va être biodisponible, donc transféré, volatilisé, biodisponible, et s'il est biodisponible, il peut aller aux micro-organismes, aux plantes, aux animaux, il va avoir un effet, il va être toxique, ou alors il va être biodégradé. Sauf si il est absorbé. S'il est absorbé, eh bien il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est coincé, il ne peut pas être dégradé, il ne peut pas bouger, il ne peut pas être volatilisé, il ne peut rien faire. Donc il ne peut pas être dégradé. Parce que la dégradation, c'est majoritairement de la dégradation biologique. Ce sont majoritairement les micro-organismes qui font le boulot, des bactéries, des champignons. Et puis j'ai marqué un petit peu plus petit, vous ne voyez pas que c'est un peu plus petit, mais bon, quand même. J'ai marqué les plantes et les animaux, où les plantes et les animaux sont aussi capables de dégrader un petit peu, mais ça ne compte pas beaucoup dans le total. Et puis donc, plus il y a de micro-organismes, plus le sol va dégrader. Donc en fait, la biodégradation va être corrélée à la biomasse microbienne du sol. Comme la biomasse microbienne du sol est corrélée à la quantité de matière organique, plus il y a de matière organique, plus il y aura de biodégradation. Sauf que plus il y a de matière organique, plus il y a d'absorption. Donc ça coince. Donc il y a un idéal entre 5 et 5% de matière organique, donc pour une bonne biodégradation des produits phyto. Et puis, je pense que je fais comment sur le temps? Ok. Donc, pourquoi est-ce que le micro-organisme dégrade les produits phyto? Parce que c'est de la nourriture. Hein. C'est de la nourriture, ce sont des molécules carbonées, il y a plein d'énergie dedans. Parfois, il y a même plein d'azote. Donc, voilà. Donc, il y en a donc, qui vont utiliser ça directement dans leur métabolisme. Donc, prendre les pesticides et puis carrément utiliser ça pour récupérer l'énergie chimique et puis quelques métabolites, du carbone, de l'azote, pour leur métabolisme à eux. Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, où les microbes vont investir de l'énergie pour dégrader les molécules. Donc, dans un cas, on va parler de métabolisme, dans l'autre, c'est du cométabolisme. Voilà. Mais de toute façon, au bout du compte, même si les micro-organismes ont investi un petit peu d'énergie pour aller dégrader les molécules, elles finissent par faire des molécules qu'elles vont pouvoir ensuite utiliser dans leur métabolisme.
Voilà, donc vous avez j'ai parlé de deux trucs qui empêchent le pesticide finalement d'arriver en grosse quantité à la nappe phréatique. Donc on va parler de l'eau du robinet maintenant, vu qu'on a parlé du vin tout à l'heure. Donc l'eau du robinet, elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'où? Elle vient soit de l'eau de surface, mais l'eau de surface à ce moment-là c'est preuve de ruissellement. Donc là je ne vais pas en parler puisque en Champagne on n'a pas d'eau qui vient d'eau de surface, donc si vous voulez après on en discutera, mais au moins moi je vais vous parler surtout de l'eau de nappe phréatique. Et l'eau de nappe phréatique elle doit être potable. Elle doit être potable parce que c'est la loi. C'est la loi, il y a une norme de potabilité. La norme de potabilité, elle dit, pour les bactéries, eh bien, le risque, il y a un risque qui est présent, donc, à partir du risque, on calcule la norme. Pour les nitrates, il y a un risque, à partir du risque, on considère qu'on boit chacun 2 litres d'eau par jour et que et on arrive, à partir du risque, à la norme. L'histoire est tout à fait différente pour les pesticides. Pour les pesticides, on n'est pas parti du risque pour arriver à la norme. Pour les pesticides, c'était dans les années 1980, dans l'Union européenne qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, on ne voulait pas de pesticides dans l'eau. Pas de pesticides dans l'eau, ça veut dire zéro. Sauf que zéro, c'est pas un chiffre. C'est à ce moment-là la moindre trace et puis l'eau est plus potable. Donc, on a décidé donc d'instaurer une limite inatteignable par les analystes. Inatteignable. 0,1 microgramme par litre. Pour chaque molécule, y compris les molécules, y compris les métabolites. Et puis 0,5 pour la somme de toutes les molécules, pesticides, par an, et métabolites ou métabolites. Donc métabolites, c'est le produit de dégradation. Donc vous voyez que cette norme-là, elle n'est pas connectée à la. Il n'y a pas de notion de risque derrière la norme. C'est juste un chiffre. Du coup, on est un petit peu embêté, parce que maintenant, ça c'était dans la fin des années 80, mais maintenant, 0,1 microgramme par litre, enfin, je ne vais pas dire tout le monde peut y arriver, mais même moi qui ne suis pas spécialiste de l'analyse, j'arrive à 0,1 microgramme par litre facilement. Donc les laboratoires d'analyse, ils arrivent en nanogramme par litre, maintenant c'est très très facile. Donc il suffit de regarder et puis il suffit d'analyser l'eau et puis on trouve de toute façon. Bon, qu'est-ce que ça représente 0,1 microgramme par litre? 0,1 microgramme par litre, 0,1 microgramme c'est extrêmement. Enfin, moi j'ai jamais posé ça. Donc je vais vous montrer ce que ça représente en grammes de sucre. Donc un morceau de sucre c'est 5 grammes. Donc l'équivalent c'est 5 grammes de sucre dans 50 000 mètres cubes d'eau. 50 000 mètres cubes d'eau, ça fait une piscine de 100 mètres de long, 2 mètres de profondeur et 250 mètres de large. Donc ça fait 25 piscines olympiques. Voilà, donc un morceau de sucre là-dedans, c'est ça la norme pesticide. Donc je reviens à la diapo précédente. Et donc les capacités analytiques actuelles, on est largement au nanogramme par litre pour beaucoup de molécules. Et dans le temps, dans les années 90, on ne trouvait que ce qu'on cherchait. Donc c'était fastidieux, ça coûtait cher d'arriver à voir quelque chose, et puis on regardait que les molécules qu'on avait des chances de trouver, qui étaient le plus... on regardait les triazines par exemple, les herbicides triazines. Et puis aujourd'hui, quand on envoie une analyse, on envoie des analyses, et puis vous avez vu tout à l'heure, l'analyse de 2021, là, il y avait 406 molécules qui étaient testées. Donc maintenant, on n'est plus du tout sur les mêmes nombres. Avant, on avait 10 molécules maximum qu'on recherchait. Et puis c'était compliqué. Donc maintenant, on a des moyens analytiques qui sont tellement forts que, quelle que soit l'eau qu'on prend, on trouvera de toute façon des traces de pesticides. Il y a une enquête, il y a un article qui est sorti il y a un certain temps déjà, qui regardait et qui avait montré que 96% des eaux du robinet en France contenaient des pesticides. Voilà, donc on va tous mourir. Juste on ne sait pas quand. Donc je vais vous présenter maintenant une étude de cas qu'on a fait en Champagne, pour préciser un petit peu le problème des pesticides dans l'eau. Il me reste combien de temps 5 minutes 5 minutes, ok. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais c'est bon, parce que dedans il y a des histoires que je vous ai déjà racontées. Donc,
problème de l'eau du robinet. L'eau du robinet contient des pesticides. Il y a des non-conformités récurrentes, ça revient tout le temps. Des non-conformités. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet? On trouve de l'atrazine, donc un herbicide avec deux de ses métabolites. On trouve de la terbutadiazine, à nouveau un herbicide, de la cytazine, un herbicide, du diuron, un herbicide. Donc on trouve que des herbicides dans l'eau. Et puis, on a la petite surprise des champenois. Un herbicide spécial champagne. Alors, trop beau. Du coup, on a un objet d'étude. Donc, cet herbicide répond au doux nom de terbuméthon. Et puis, il a lui aussi un métabolite. Comment? Il est recherché dans l'eau du robinet ici. Oui, maintenant. Mais on l'a trouvé, en Champagne, on l'a trouvé par accident. Parce que c'est aussi une terbutide, c'est aussi une triazine. Mais on l'a trouvé par accident, c'était le laboratoire départemental d'analyse qui faisait des analyses à l'époque, et puis il y avait un pic, il faisait des analyses de triazine, et puis il a vu un pic. Il y avait un pic, mais c'est quoi ce machin? Et puis donc, ils ont essayé de trouver ce que c'était, ils ont fini par trouver que c'était du terbuméthon, et ensuite ils ont trouvé également son métabolite. Donc maintenant, il est inclus dans toutes les analyses. Donc le problème à Reims, c'est que voilà, on a cette molécule qui est apparue dans les eaux de la ville, donc en 1994, et puis autour de 1999, on a commencé à voir le déséthylterbuméthon apparaître. Et donc c'est assez souvent, il dépasse le 0,1 microgramme par litre. Donc l'eau est réputée non potable. Bon, par contre, j'ai prévu de ne pas vous parler de gestion des non-conformités. Donc voilà le problème de la main. Partout où c'est rouge, c'est que c'est pas bon. Partout où c'est jaune, c'est comme d'habitude, c'est que c'est un petit peu pas bon. Et partout où c'est vert, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et puis quand c'est blanc, c'est qu'on n'a pas fait de mesure. Donc vous voyez qu'il y a un problème quand même. Je vais vous montrer un truc. C'est la Champagne viticole. Alors la Champagne viticole, c'est un peu plus grand que la carte de la Marne, mais vous voyez qu'il y a... Vous voyez un petit truc comme ça, là. C'est... alors, je vais essayer de vous le montrer. Le truc, là, vous voyez ça? Eh bien, vous voyez ça? Ça, c'est la Marne, encore. Et vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, et puis là, vous avez un tout petit peu de vin. Hop, le voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a du rouge, il y a du vin. Là, c'est logique. Donc, le problème, ce sont les communes viticoles. Alors maintenant, pourquoi la contamination au terbuméthon? Pourquoi cet herbicide? Quand est-ce qu'on l'a utilisé? Comment ça se fait qu'il soit là? Pourquoi il est passé du vignoble au champ 4 ans? Comment ça se fait qu'il arrive seulement maintenant? C'est quoi le problème? Donc, méthode, on a interrogé, on a fait des enquêtes, on a regardé les carnets de vente, on a regardé les usages, on a regardé les carnets de traitement des viticulteurs qui en avaient. Ils sont relativement soigneux en Champagne, donc on arrive quand même à avoir pas mal d'informations. Et puis ils sont bien organisés, donc il y a le CVC, il y a les coopératives, il y a les... Enfin, voilà, on avait pas mal d'informations et on a réussi à trouver quand cette molécule avait été utilisée. Cette molécule a été utilisée entre 1976 et 1982. Vous voyez la courbe? Vous voyez, on n'avait pratiquement pas au début, et puis après ça monte, et puis ça s'arrête. Ça tombe tout seul. On ne leur a pas dit vous n'avez plus le droit de l'utiliser, sauf qu'il y a eu une inversion de flore dans le vignoble. Donc à force de mettre ce produit-là, les plantes qui n'étaient pas sensibles à ce produit-là, elles se sont installées, puisque les copines qui étaient sensibles, elles sont parties. Donc, comme la nature a horreur du vide, il y a d'autres mauvaises herbes qui sont venues à la place, et quand les vignerons ont vu ça, mais il ne marche plus, machin. Non, on a changé de mauvaise herbe. Du coup, ils ont changé l'herbicide. Donc, ce qui a été très bien, en tout cas, c'est que pendant une très courte période, on a eu cette molécule-là qui a été utilisée, et puis on a commencé à la voir apparaître dans l'eau 20 ans plus tard, pratiquement. Donc, c'est quoi ce décalage? Pourquoi ce décalage entre l'utilisation du produit et puis l'apparition dans l'eau 20 ans plus tard? Bon, je vous disais tout à l'heure,
le problème, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder comment il se comporte dans le sol. Donc, le caler pour cet herbicide-là. Donc, le sol et le pesticide en solution, et puis après, on attend l'équilibre, on regarde combien il y en a dans l'eau, combien il y en a sur la phase solide, et puis on trace la droite, et donc on obtient le coefficient d'absorption du terluméton, et puis également, si vous voyez en pointillé vert, il y avait de sa molécule de son métabolite. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'absorbe. Donc le sol retient le terluméton. Ouais, mais il le retient, ça fait quand même, il a mis quand même 20 ans à descendre, ça fait beaucoup. Donc, on prend le sol contaminé et on met de l'eau propre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, le sol contaminé va relarguer son produit dans l'eau propre. Donc on fait pareil, on attend que ça s'équilibre en concentration, on prend la phase liquide, la concentration sur la phase solide, et puis, donc ça c'est celle de tout à l'heure, mais vous voyez que là j'ai rajouté des petits points là sur la gauche qui sont les points de désorption. Et voilà, la droite contraste avec, la droite qu'on fait passer par les points par les nouveaux points qui viennent d'arriver, les points qui correspondent à la désorption du produit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le produit, il s'absorbe, pas si vite que ça. Par contre, après, une fois qu'il est accroché, eh ben, il ne se décroche pas facilement. Il se décroche très 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 lentement, parce qu'il se décroche quand même. Parce que le cadet, il est important, mais il arrive quand même à se décrocher. Donc il a mis très 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 longtemps à se décrocher, et c'est le temps qu'il a fallu pour que... c'est une partie de l'explication pour expliquer le retard de l'apparition du produit dans l'eau du robinet. On refait la même chose avec, cette fois-ci, au lieu de faire, donc de calculer les coefficients, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des colonnes de sol, et puis on met le pesticide sur la colonne de sol, et puis on fait couler de l'eau. Et si on fait couler de l'eau juste après qu'on ait mis le pesticide, le terluméton, c'était 16 heures après, donc 15 heures après, vous avez les points noirs. Si on met, donc on récupère le terluméton en bas, au sortir de la colonne. Et si on le met le terluméton et puis qu'on attend 360 heures, donc ça fait un certain temps, je ne sais plus combien de jours ça fait, et vous voyez qu'on en retire beaucoup moins. On retire beaucoup moins, donc on confirme comme ça. Voilà, vous voyez qu'ici, là, on retire maximum 20% au bout de notre temps d'élution. On récupère beaucoup moins de terluméton ici qu'on en récupéré ici. Parce que une fois qu'il s'est absorbé, il a du mal à se décrocher. Voilà, la conclusion, ma petite conclusion de l'étude de cas, c'est qu'on a un décalage très important entre l'utilisation et la pollution des nappes. On a le produit, le 2-éthylterluméton qui apparaît 5 ans après la molécule mère, et puis l'absorption qui est plus facile que la désorption, donc il reste retenu pendant beaucoup plus longtemps dans le sol avant de repartir vers les nappes. Une fois qu'il a quitté le sol, après il est tranquille, il ne sera plus embêté. Il va descendre tout doucement. Donc, vous savez que on est dans la viticulture raisonnée, tous les programmes qui essayent de réduire en amont l'utilisation des pesticides dans le vignoble. Les vignerons ont pris conscience, essayent de faire des efforts, mais là en Champagne, vous avez vu combien de temps ça prend entre le moment de l'application et le moment du produit qui arrive dans le verre. Donc, je mets remarque ici, changement de pratique, ça entraîne des effets immédiats. Vous voyez qu'il y a quand même un point d'interrogation. Après, moi je le barre parce que en Champagne, c'est pas possible. Ça aurait été possible si on avait eu un problème de ruissellement avec une contamination des eaux superficielles rapidement. Mais là, on a un problème de transfert, un transfert qui dure 20 ans pour arriver au fond. Donc si on change quelque chose maintenant, dans 20 ans, on verra les résultats. Mais on est obligé de donner de l'eau potable aux populations. Donc, on est obligé de construire des usines de traitement de l'eau partout. Donc, solution aval, c'est-à-dire une fois que la pollution est faite, des usines d'eau de traitement construites partout. Problème, ça coûte cher. Et ce n'est pas une solution durable, mais c'est absolument nécessaire
dans l'immédiat, parce que dans l'immédiat, on est obligé de fournir de l'eau propre, de l'eau potable aux populations. Mais il ne faut pas que ce soit vu comme un permis de polluer. Donc, comme ça coûte très cher, l'aide qui est apportée aux communautés pour construire ces usines, elle est soumise à conditions, et les conditions, c'est qu'on ait également des évolutions, enfin des choses qui soient faites en amont. Donc, les solutions amont, eh ben, c'est des aménagements, c'est le changement de pratique entre des aménagements du vignoble de façon à récupérer les eaux de façon un peu plus propre, installer des bassins de phytoremédiation comme ceux que Christian vous a montré tout à l'heure comme à Rouffard. Introduire l'enherbement, parce qu'après tout, il n'y a qu'à passer des tondeuses, et puis du coup l'herbe est passée, il n'y a pas tant d'herbe que ça, et puis l'humidité n'entretient, enfin il n'y a pas trop finalement il n'y a pas trop d'humidité en plus. Raisonner l'usage des produits, donc si on met de l'herbe déjà, au moins des herbicides en plein, on va plus en mettre. Donc en Champagne, c'est un petit peu, ça va pas trop vite, hein. On est à 1 rang sur 2. Autant en Alsace, on voit tous les champs qui sont devenus verts. En Champagne, ça met un petit peu plus longtemps, mais on va y venir quand même. Et puis on change les molécules. On remplace toutes ces molécules qui avaient qui avaient un profil environnemental qui était quand même pas magnifique, on les remplace par d'autres. Et puis ce que vous disiez Christian aussi tout à l'heure, dans les conduites du vignoble, on essaye d'utiliser des stimulateurs de défense des plantes, entre autres. Mais bon, après, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et puis, il faut, pour les viticulteurs, ce qui compte absolument, c'est que ça ne rate jamais. Un fongicide, ça ne rate jamais. Donc, les autres solutions, pour que les viticulteurs les adoptent de façon définitive, il faut arriver à leur prouver que ça va marcher tout le temps, quoi. Voilà, et puis quelque chose qui est, j'ai marqué ici aussi phéromone, parce que il n'y a pas trop de problème avec les insecticides, mais on utilise relativement peu d'insecticides aussi en Champagne. Je pense qu'ailleurs c'est un petit peu pareil dans le vignoble, les insecticides c'est quand même pas trop utilisé, et puis sauf sur les pommes. Et on utilise beaucoup de phéromones en Champagne. Moi je suis arrivé en Champagne en 1995, déjà en 1995 dans la majorité des vignes il y avait des capsules de phéromones. Donc des phéromones qui sont qui n'empêchent pas la reproduction, mais qui désorientent les mâles. Les mâles se disent tiens, il y a une femelle par là, et ils y vont, par c'est un bout de plastique, mince. Puis comme ils n'ont pas beaucoup d'énergie, voilà, la situation s'est quand même améliorée. Voilà la carte un petit peu plus tard. Donc il n'y a plus beaucoup de rouge. Bon, ils ont un peu changé les couleurs. Ils ont cassé le thermomètre. Mais vous voyez qu'il y a quand même plein de petits triangles noirs. Les triangles noirs, c'est partout où on a fait des travaux pour soit construire des usines, soit aménager le vignoble, etc. L'usine de Reims, ça a été construite, on a fini par la construire. Elle a été mise en service il y a 3 ans seulement. Donc ceux qui ont bu de l'eau de Reims avant il y a 3 ans, ils ont bu du terminus. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, on est ouvert aux questions.